Bonsoir. Bonsoir, docteur Abdou Karim Faye. Donc, je pense qu'on est en direct sur la page Facebook de NCB Conseil. Donc, comme promis, donc aujourd'hui, on est là pour parler d'un sujet qui porte sur la rédaction du mémoire de Master 2 et de Master 2 en sciences de gestion. Donc, le sujet qu'on va traiter aujourd'hui, c'est un sujet important par rapport à la formation. C'est un sujet aussi important par rapport aux besoins de ceux qui sont candidats à cet exercice. Donc, NCB Conseil est d'abord une page qui joue ou qui essaie de jouer sa partition sur la formation et surtout sur la formation en management d'une manière générale et aussi sur tout ce qui est entrepreneuriat et développement personnel. Donc, aujourd'hui, on va parler du mémoire de Master 2. Pourquoi ce mémoire de Master 2? Parce qu'on s'est rendu compte avec l'expérience que souvent, les candidats à cet exercice ont des difficultés pour boucler ce travail. Et peut-être c'est à la dernière minute ou quand ils ont des exigences ou une situation très surprenante par rapport à un reclassement ou par rapport à un embauchement, qu'ils viennent ou qu'ils courent derrière ce mémoire, au lieu de le faire au moment opportun ou au lieu de le faire quand ils avaient beaucoup plus de temps. Donc, l'objectif, c'est d'aider ces professionnels qui ont du mal à boucler leur mémoire, mais c'est aussi aider les étudiants qui sont en année de Master 2 et qui doivent finaliser un mémoire, qui doivent rédiger un mémoire. L'objectif aussi, c'est d'aider les étudiants qui sont en Master 1, qui peut-être doivent présenter un projet de mémoire ou peut-être l'année prochaine doivent rédiger un mémoire. Mais l'objectif aussi, c'est de participer à un débat intellectuel. Donc, l'objectif, c'est de partager avec nos collègues enseignants-chercheurs, en l'occurrence, Dr Abdou Karim Faye, qui est ici présent et qui sera aujourd'hui notre intervenant. Donc, pourquoi le choix de Dr Abdou Karim Faye? Abdou Karim Faye, c'est docteur en sciences économiques et de gestion, maître de conférence titulaire de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar à la faculté de sciences économiques et de gestion. Donc, le titre même justifie ou peut justifier pourquoi notre choix est porté sur Dr Abdou Karim Faye. Personnellement, mon choix se porte sur Dr Abdou Karim Faye parce que le sujet d'aujourd'hui, c'est lui-même qui m'a initié à ce qu'on appelle la méthodologie de la recherche il y a de cela 10 ans. Je prends aujourd'hui cette occasion pour le remercier de m'avoir initié à tout ce qui est méthodologie de recherche il y a de cela 10 ans. Et aujourd'hui, j'aimerais faire profiter les professionnels qui doivent rédiger un mémoire de master, les étudiants qui doivent rédiger un mémoire de master, mais aussi faire profiter de son expérience aux jeunes collègues qui sont en train de nous regarder. Je peux citer Pape Cheikh Gueye, je peux citer aussi Pape Malik Mbaye, etc. Donc, docteur Abdou Karim, je vous donne la parole pour saluer ceux qui nous regardent avant qu'on entre dans le vif du sujet. Merci beaucoup, M. Mbaye. Salut. Je voudrais d'abord saluer l'ensemble des internautes qui sont avec nous ce soir pour nous suivre dans cet exercice enrichissant. Alors, mais avant de commencer ou de rentrer dans le sujet proprement dit, je voudrais d'abord personnellement vous féliciter et vous encourager pour cette initiative que vous avez prise pour aujourd'hui dérouler l'enseignement autrement. Alors, actuellement, nous traversons une pandémie du Covid-19 dont nous subissons tous les contre-coups. Alors, il est nécessaire donc en cette situation de montrer une capacité de résilience pour pouvoir faire face à nos obligations académiques. Et je crois que ça, vous le faites très bien et vous le réussissez très bien. En cela, je voudrais donc vous saluer et vous encourager dans cette initiative que vous avez eue d'accompagner les étudiants qui sont en Master 2 dans la rédaction de leur projet de mémoire.
Alors, je vous redonne la parole tout en attendant que le débat arrive. J'espère aujourd'hui que nous aurons l'occasion, autant que faire se peut, d'aider les jeunes étudiants qui nous suivent et qui ont des préoccupations assez particulières dans la rédaction de leur mémoire de fin de cycle, de trouver des outils nécessaires qui leur permettent de relancer leur projet ou au besoin de se rapprocher des personnes qui sont habilitées dans ce sens. Voilà, merci. Merci, Dr Abdou Karim Faye. Donc, nous allons directement entrer dans le vif du sujet. Donc, on ne peut pas parler de mémoire sans parler de thème ou sans parler de sujet. La question que je me pose, souvent j'entends les étudiants dire le thème, souvent j'entends parler du sujet. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le thème, c'est le sujet, ou est-ce qu'il y a une nuance, ou est-ce qu'il y a une différence entre le thème et le sujet? Docteur Abdou Karim, j'ai perdu l'image, si vous pouvez revenir. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est que vous puissiez nous dire c'est quoi la différence, s'il y a une différence entre le thème et le sujet. Est-ce que le thème veut dire exactement le sujet, ou s'il y a une différence entre le thème et le sujet, que vous puissiez nous dire c'est quoi cette différence, mais aussi vous nous permettez de bien élaborer ou de bien avoir un sujet de mémoire. Donc, docteur Abdou Karim Faye, je vous pose la question suivante. Est-ce qu'il y a une différence entre thème et sujet? Mais je sais que ce qui intéresse plus aujourd'hui les candidats à cet exercice, c'est de pouvoir choisir un bon sujet. Comment on choisit un bon sujet, docteur? Alors, je vous remercie. Vous avez pointé du doigt, je crois, un aspect assez délicat pour les étudiants quand ils entament la réflexion autour d'un projet de mémoire. Certains parlent de thème, d'autres évoquent la notion de sujet. Alors, de façon rigoureuse ou de façon académique, il y a une nuance ou il y a une relation d'antécédence entre les deux. Le sujet naquit du thème qui a été choisi. C'est quoi un thème? Le thème, c'est le domaine dans lequel l'étudiant a décidé de mener sa réflexion. Par exemple, nous sommes aujourd'hui dans une crise du Covid-19. Alors, quelqu'un ou des étudiants qui devraient rédiger leur projet de mémoire pourraient réfléchir autour de la crise liée au Covid-19. Ça serait le thème. Donc, nous sommes dans un domaine global, nous sommes dans un aspect assez pratique de la vie, la gestion de la crise du COVID, la pandémie du Covid-19. Ça, c'est le thème. Alors, de ce thème-là pourrait ressortir plusieurs types de sujets. Donc, le sujet comprenez par là est l'angle d'attaque sous lequel nous avons décidé de délimiter notre thème. Aujourd'hui, quand on parle de la crise du Covid-19, il y a énormément de choses à dire. Vous avez l'aspect sanitaire, vous avez l'aspect de la sécurité alimentaire, vous avez l'aspect lié à la désorganisation du travail dans les entreprises, vous avez l'aspect lié aujourd'hui à une surutilisation des nouvelles technologies qui a été imposée par la distanciation physique dont nous observons depuis un bon moment. Vous avez l'aspect sécuritaire parce que certains pays avaient arrêté leur activité et étaient sous le coup d'un couvre-feu. Vous avez énormément d'aspects. Chaque aspect peut constituer un sujet. Alors, si je sors maintenant dans le domaine de la crise du Covid, pour revenir dans le domaine de la gestion purement parlant, un thème pourrait, un étudiant ou un groupe d'étudiants pourrait dire, nous allons réfléchir dans la relation entre la banque et ses clients. Ça, c'est un thème. La gestion, donc, de la relation client au sein des entreprises, des établissements bancaires. Évidemment, de ce thème-là, la question de la fidélité. Comment la banque gère-t-elle la
fidélité avec les clients. Quelle est la politique? Un autre étudiant pourrait aborder la question de la satisfaction des clients. Quelle politique de satisfaction des clients la banque a mis en place? Quelqu'un d'autre pourrait parler de la gestion du face-à-face entre le client et la banque. Pendant même que le client arrive au niveau de la banque, jusqu'au moment où il sort, quel est le processus de servition qui lui est assigné? Autant donc d'aspects qu'on peut aborder. Alors donc, pour résumer, on pourra dire qu'entre le thème et le sujet, il y a une relation d'antécédence. C'est le thème qui précède le sujet. Maintenant, il y a des domaines assez particuliers où le thème peut être confondu avec le sujet lui-même. Merci, docteur. Je pense que c'est clair à notre niveau. Docteur, je viens de perdre l'image, si vous pouvez revenir. Donc ici, on peut parler de relation entre le thème et le sujet dans certains domaines, mais aussi ce qui nous intéresse, nous, en tant que candidats à cet exercice, c'est plus le sujet. Donc aujourd'hui, comme docteur vient de l'expliquer, si on a un sujet, donc le fait de choisir un sujet, docteur, comment on choisit un sujet? Est-ce qu'aujourd'hui, je peux dire, je suis un étudiant en gestion à la faculté des sciences économiques et de gestion, ou je suis un étudiant en master de technique bancaire et financière de BEM, ou je suis un étudiant en master marketing de Subdeco, ou je suis un étudiant en master finance de UKO, je dois choisir un sujet de finance, coûte que coûte. Aujourd'hui, docteur, pour nous faciliter, nous, cet exercice, comment on fait pour choisir un sujet de mémoire? Alors, merci beaucoup, M. Mbaye. Je crois que vous avez touché un autre point essentiel tout au début de la réflexion autour du mémoire. Alors, avant d'en venir à la technique de choix d'un sujet de mémoire, il faudrait d'abord éclaircir pourquoi fait-on un mémoire. Exact. Si nous savons ce qui nous oblige à faire un mémoire ou ce qui nous amène à faire un mémoire, on pourra comprendre, ça peut faciliter la prise d'un sujet. Il faut comprendre qu'un mémoire d'abord, c'est d'abord une exigence académique. Ça veut dire un étudiant qui s'inscrit dans un programme d'études. À la fin de son cycle, il est amené à produire un document d'une certaine réflexion avec une certaine rigueur dans sa spécialité. Je dis bien dans sa spécialité. Donc le mémoire, c'est une exigence académique. Mais on fait un mémoire pour résoudre des problématiques liées à la gestion des entreprises dans la vie de tous les jours. Donc, on fait un mémoire pour augmenter nos capacités ou nos compétences professionnelles. Un individu qui est déjà dans un milieu de travail ou qui aspire à aller dans son milieu de travail doit, en rapport avec les pratiques qui s'exercent dans ce milieu, commencer à réfléchir sur des aspects liés au développement de ce métier. Donc, le mémoire a pour vocation d'asseoir une véritable compétence professionnelle dans le domaine dont le candidat aura choisi pour mener une carrière spécifique. Il va sans dire que le mémoire également est rédigé à des fins de développement personnel. Parce qu'un étudiant qui a traversé tout un cursus, qui arrive à la fin d'un cycle de Master 2 et qui a été habitué à être évalué d'une certaine façon, à rédiger un certain nombre de pages raisonnables, cette fois-ci, on lui demande de produire un document suffisamment volumineux, suffisamment différent de ce qu'il avait l'habitude de faire jusqu'à maintenant. Et grâce à ça, en y arrivant et en satisfaisant aux conditions exigibles sur ce document, il aura montré à soi-même qu'il est capable d'arriver à des niveaux rédactionnels insoupçonnés jusqu'à maintenant. Donc, le mémoire est une exigence académique, le mémoire est un outil de promotion professionnelle, le mémoire est un exercice de développement personnel.
Alors, puisque personnellement et professionnellement parlant, également académiquement parlant, on nous demande de rédiger des réflexions dans notre spécialité, il va sans dire que le sujet que l'étudiant aura choisi devra être en rapport avec sa spécialité. Ça veut dire que les étudiants qui font un master en marketing devront choisir un sujet qui est en rapport avec le marketing. Ceux qui sont en finance devront en faire de même. Alors maintenant, ça nous permet de revenir. Maintenant, mais donc, comment choisir ce sujet? Un sujet de mémoire, c'est une phrase contenant ou prédisposant à une réflexion autour d'un aspect lié à un domaine de compétences bien déterminé. Laquelle phrase sera ponctuée par ce qu'on appelle des concepts dans le domaine dans lequel il est. C'est quoi un concept? C'est une notion essentielle. Aujourd'hui, tous les étudiants qui ont fait un parcours ont compris que quand vous êtes en gestion des ressources humaines, des notions telles que le recrutement, la formation du personnel, la motivation du personnel, la rémunération du personnel, la mobilité du personnel, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences sont des concepts qui ne sont pas étrangers au domaine. Quelqu'un qui est en finance, il aura compris que les notions liées au financement, liées à l'endettement, des notions liées à la modélisation sont des questions qui sont débattues en finance. Un étudiant qui est en marketing aura compris qu'au sein de l'entreprise, le marketing pour exercer son activité s'appuie sur des notions d'orientation marché, s'appuie sur des notions d'orientation client, s'appuie sur des notions de relation client avec l'entreprise, s'appuie sur des notions de confiance, s'appuie sur des notions de fidélité, de satisfaction, d'engagement, etc. Quelqu'un qui est même en management de façon globale aura compris que des thèmes tels que la résilience, on parle aujourd'hui de résilience, de capacité d'organisation, d'hygiène et de vie au sein du milieu de travail sont des notions aussi importantes dans la discipline qu'il a embrasée. Par conséquent, le sujet doit allier des notions techniques liées à la discipline, mais également ça doit allier des notions pratiques qui sont vécues au quotidien dans le milieu de travail de l'étudiant ou dans le milieu dont il aspire à aller travailler. Voilà pourquoi on recommande à ceux qui ne sont pas déjà en entreprise, en choisissant un sujet, qu'ils aient des œillères dans ce qui se passe au sein des entreprises. En quoi faisant? En demandant par exemple à des professionnels liés à ce métier quels sont les principaux problèmes en général qu'ils rencontrent dans le cadre de leur travail et voir comment ils vont matcher ça avec les concepts qu'ils ont appris en classe. Merci, docteur. Si je comprends bien, donc on choisit un sujet en rapport avec la formation qu'on est en train de suivre, ou on choisit un sujet en fonction de notre expérience professionnelle ou en fonction de notre projet professionnel, ou on choisit un sujet en fonction de l'actualité. Et si je comprends bien dans votre discours, vous avez dit on recommande que le candidat à cet exercice puisse choisir un sujet par rapport à sa formation, à sa spécialisation, ou par rapport à son projet professionnel, ou par rapport à l'actualité. Donc, quand on dit on recommande, ça veut dire que ce n'est pas une obligation. Ça veut dire que forcément, l'étudiant ne doit pas se dire que je suis un étudiant en finance, je dois forcément choisir un sujet en finance, ou je suis un étudiant en marketing, je dois forcément choisir un sujet en marketing. Pourquoi je fais cette petite digression? Parce que j'ai avec moi dans les commentaires Matar Amasigna. Pourquoi Matar Amasigna? Matar Amasigna, docteur, il était notre étudiant à BEM, Bordeaux École de Management, dans les années 2010-2011. Et je me souviens que je l'avais encadré. Et il avait travaillé sur la gestion de la trésorerie ou sur l'analyse financière, si je ne me trompe pas. Et il l'avait appliqué à la Sénélec. Aujourd'hui, docteur, vous savez, Matar Amasigna, il est le responsable opérationnel, marketing et social media de Sénélec. Ça veut dire quoi? C'est
en 2010-2011, un étudiant qui avait fait son mémoire sur la Sénélec, sur l'analyse financière, et peut-être c'est ce mémoire-là qui l'a permis d'entrer au niveau de Sénélec et d'exercer maintenant le métier qu'il veut. Donc, pour vous dire l'importance du mémoire, ce mémoire va vous permettre de trouver un poste dans une entreprise s'il est bien fait. Parce qu'il y a d'abord l'aspect personnel, il y a l'aspect aussi professionnel, mais aussi il y a toute une panoplie de choses qu'il faut regrouper pour pouvoir rédiger un bon mémoire ou un mémoire qui respecte les exigences académiques. Donc, docteur, le sujet est choisi. Oui, si vous avez quelque chose à ajouter, docteur. Alors je voulais juste ajouter, en revenant sur ça, la rédaction d'un mémoire, un étudiant doit d'abord prendre du plaisir. Un mémoire, c'est d'abord un exercice de plaisir. Et un exercice ne peut être de plaisir que lorsque nous avons la liberté de réfléchir autour d'un sujet qui nous semble le plus approprié. Voilà pourquoi l'étudiant, s'il le souhaite, peut sortir d'une discipline et choisir un sujet tant qu'il est dans les sciences de gestion. Maintenant, il va sans dire que, puisqu'il est déjà engagé dans une spécialité, il serait plus approprié pour lui de choisir un sujet dans sa spécialité, d'y réfléchir. Vous savez pourquoi? Vous parliez tout à l'heure de quelqu'un, Matara Massigna, que je connais bien. Alors, pour l'avoir, comme vous, côtoyé dans le milieu professionnel à BEM notamment, que je salue au passage, il va sans dire qu'aujourd'hui, le recruteur apprécie très particulièrement les étudiants qui prennent le temps de réfléchir sur leur spécialité alors même qu'ils ne sont pas encore en entreprise. Cela renforce la motivation et la crédibilité de cet étudiant et de ce candidat, et cela donne une image reluisante et beaucoup de confiance aux recruteurs par rapport à ce étude, d'où l'importance de ce mémoire. Alors, évidemment, il y a des gens dont la carrière n'est pas aussi linéaire. Moi qui vous parle, mon mémoire de Master 1, ce qui était l'équivalent de la maîtrise à l'époque, je l'avais fait en finance. Ça ne m'a pas empêché après de virer carrément et d'aller vers le marketing, où je continue toujours de poursuivre ma carrière. Merci, docteur. Donc, le sujet est choisi. Maintenant, compte tenu de tout ce que vous nous avez donné comme élément de base pour choisir un sujet, donc le choix du sujet n'est jamais ex nihilo. Donc, quand on choisit un sujet, c'est pour régler un problème. Parce que soit c'est académique, lié à la spécialisation, ou soit c'est professionnel, lié à l'activité professionnelle, ou soit lié à un projet professionnel. Donc, ce qui nous amène à parler de ce questionnement-là. Souvent, dans le milieu universitaire ou dans le milieu de la recherche, on parle de problématiques. C'est l'occasion de saluer nos professeurs. Je prends l'exemple de professeur Ibrahima Dali Diouf, qui nous a bien conseillé de bien insister sur la problématique en disant que c'est la base. Si vous ratez la problématique, vous ratez tout. Et donc, l'occasion aussi de saluer nos profs, à l'instar de professeur Ibrahima Dankoko, professeur Bachir Wad, professeur Hassan Daou et nos collègues Massamba Sam et autres. Donc, docteur, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la problématique? C'est quoi la problématique? Et comment on choisit une problématique? Parce que souvent, quand on parle de problématique, les gens pensent que c'est juste une question. Est-ce qu'il y a autre chose que la question? Est-ce qu'il y a des éléments qui tournent autour de la problématique? Qu'est-ce qu'une problématique, docteur? Alors, merci, M. Mbaye. Je crois que vous avez touché le nœud gorgien, comme on le dit souvent. Je crois que s'il y a un aspect qui pose autant de problèmes au monde universitaire qu'au monde professionnel, c'est la notion de problématique autour d'un mémoire. Alors, c'est quoi une problématique? La problématique, c'est la réflexion autour de laquelle le sujet sera abordé. Je dis bien la réflexion autour de laquelle un sujet de recherche ou un sujet de mémoire sera abordé. Alors, généralement, dans le langage courant, la problématique est assimilée à la question de recherche. Puisque lorsqu'un sujet est établi et qu'il est clair, il y a toujours un questionnement que suscite ce sujet.
tout problème, avant d'être solutionné, doit d'abord être soumise à un questionnement. Ça, c'est la démarche scientifique. Alors, bien évidemment, vous parliez du sujet de la problématique comme étant la question de recherche. La problématique va au-delà de la question de recherche. Mais pour des raisons pédagogiques, quand on démarre l'encadrement des mémoires de master avec les étudiants qui viennent de sortir des cours de méthodologie, généralement, la pratique n'est pas suffisamment ancrée, la mayonnaise n'a pas encore suffisamment prise pour aborder tous les aspects liés à la problématique. Voilà pourquoi certains encadreurs commencent par établir la réflexion autour de la question principale, je dis bien de la question principale, autour de laquelle le sujet sera abordé. Voilà pourquoi certains font la nuance ou l'assimilation de la problématique avec le questionnement ou la question de recherche. Mais la problématique va au-delà de cette question de recherche. Alors, l'autre problème que sous-tend, c'est comment aborde-t-on maintenant la réflexion autour du sujet? Autrement dit, comment bâtit-on une problématique? Alors, généralement, quand on choisit un sujet, que ça soit dans les pratiques managériales, que ça soit dans les débats théoriques de doctrine, il y a toujours deux aspects. Il y a ce que nous savons, et il y a ce que nous ne savons pas. Alors, l'écart entre ce que nous savons et ce que nous ne savons pas, c'est ça la problématique. Il y a toujours un écart entre ce que nous savons et ce que nous ne savons pas. Ça suscite un questionnement. Aujourd'hui, je reviens toujours à l'actualité. Nous sommes dans la crise du Covid-19. Qu'est-ce que nous savons? Nous savons que, alors, il y a des morts. Nous savons qu'il y a tant de personnes qui sont contaminées. Nous savons que pour éviter au maximum la propagation, il faut des gestes barrières. Mais il y a des choses que nous ne savons pas. C'est quand est-ce que la crise va terminer? Quand est-ce qu'on aura un vaccin? Est-ce qu'on aura une seconde vague? On ne le sait pas. Alors, l'écart qu'il y a entre ce que nous savons et ce que nous ne savons pas suscite une question principale. C'est quelle est la nature de ce qui nous reste à chercher? Voilà la curiosité. Donc, problématiser, c'est amener le candidat à être ou à poursuivre une sorte de curiosité intellectuelle. C'est de se dire, à partir de ce que je sais, comment faire pour découvrir ce que je ne sais pas. Donc, une problématique pourrait être, ce qui reste à découvrir, c'est quoi? Une autre question pourrait être, quelle est la nature de ce qui reste à être découvert? Ça, c'est une possibilité. Une autre possibilité de choisir une problématique, c'est que généralement, dans les sciences de gestion, les pratiques ne sont jamais unanimes. Il y a toujours eu, vous savez, des débats entre des praticiens des disciplines en RH, en marketing, en finance. Les gens ne sont jamais d'accord. En finance, comment calculer des ratios de rentabilité? Vous pouvez créer votre ratio, je crée le mien. En marketing, comment fait-on pour satisfaire un client? Vous pouvez créer votre technique, je crée ma technique. En GRH, comment motive-t-on et comment retient-on un travailleur au sein de notre entreprise pendant des années? Certains vont penser que c'est en lui donnant de l'argent, la rémunération. Quelqu'un d'autre peut dire non en le valorisant dans son milieu de travail. Donc, les gens ne sont pas d'accord. À partir de cela, le candidat, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut adopter une posture belligérante en disant, moi, je ne me range ni d'un côté des gens qui pensent que c'est cela, ni de l'autre côté des gens qui pensent qu'il faut faire de ce côté. Moi, je vais me mettre au milieu de ces deux-là et essayer de pousser la réflexion pour voir entre les deux positions figées, est-ce qu'il n'y a pas une position intermédiaire? Donc ça, c'est une possibilité. Partir d'un débat sur les pratiques managériales et de dire que deux personnes se sont prononcées sur comment travaille-t-on sur un outil.
moi, je pense que les deux ne sont pas d'accord, n'ont pas raison à 100%. Il y a une vérité intermédiaire. Une autre situation, c'est de dire, j'ai trouvé en entreprise, les gens disent que pour arriver à la rentabilité ou à l'efficacité, il faut passer par tel et tel chemin. Moi, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'il y a d'autres chemins à explorer que je vais tenter de démontrer. Dans ce cas, nous sommes dans une attitude de contradiction avec l'ordre établi. Donc, une problématique peut partir de la déconstruction de l'ordre établi. Une problématique peut partir de la consolidation de l'ordre établi en adoptant une posture intermédiaire. Une problématique peut aborder des notions de choses à découvrir, une découverte de ce qui reste dans l'état des connaissances. Merci, docteur. Donc, quand on termine la problématique, comme vous l'avez bien expliqué, que la question de recherche, ce n'est rien d'autre que l'aboutissement de problématiques qui part d'un contexte, d'un constat et d'un questionnement. Et souvent, on a la question de recherche qu'on appelle la question principale. Et souvent, je me souviens, il y a 10 ans de cela, vous me disiez, salut, docteur, je viens de perdre l'image, si vous pouvez revenir. Donc, je me souviens, il y a 10 ans de cela, quand vous me disiez, salut, quand vous avez une question principale, cette question est aussi importante qu'on ne peut pas donner une réponse directe. Ça veut dire que s'il y avait une possibilité de donner une réponse directe à cette question, ce n'est pas la peine d'en faire un sujet de mémoire. C'est parce que c'est une question qu'on ne peut pas avoir une réponse directe qu'on le scinde en plusieurs sous-questions. Donc, ce qui nous fait venir sur les questions spécifiques. Docteur, aujourd'hui, quel est l'intérêt des questions spécifiques? Et autour de la question de recherche, comment on peut faire pour aborder ou pour donner les questions spécifiques? Alors, je vous remercie. C'est bon, docteur? Je crois que, comme je l'ai dit, une problématique... Docteur, je n'arrive pas à voir l'image. Si vous nous recevez, merci d'entrer à nouveau. Donc, tout à l'heure, je posais la question à savoir, dès qu'on a une question de recherche, donc comment on fait pour avoir les questions spécifiques? Parce que souvent, quand on parle de problématiques, donc il y a le contexte. Pourquoi je dois travailler sur un tel sujet? Ensuite, le constat. Qu'est-ce que vous avez constaté qui vous amène à choisir ça comme sujet? Une fois que vous avez fait le constat, après, vous posez la question. Le questionnement, c'est qui découle de la question de recherche. Et après, on vous dit, la question de recherche doit être scindée en plusieurs questions spécifiques. Le docteur, est-ce que vous me recevez? Donc, doit être scindée en plusieurs questions spécifiques. Donc, chaque question spécifique renvoie à une réponse partielle ou à une petite réponse de la question de recherche. Et de ce fait, si on arrive à avoir la réponse aux questions spécifiques, on a la réponse à la question de recherche. Donc, docteur, je n'arrive pas à le joindre. Donc, docteur, si vous m'entendez, merci de rentrer à nouveau. Donc, je n'arrivais pas à vous joindre. Donc, je disais tout à l'heure, dès qu'on a la question de recherche, je donne un exemple. Je veux savoir où j'ai comme sujet de mémoire. Est-ce que le fait de suivre ce live qui traite de la rédaction du mémoire de master peut me permettre de rédiger mon mémoire dans les délais? Comme contexte, je vais parler soit de tout ce qui est digital, je peux parler de Facebook, je peux parler de tout ce qui est nouvelles technologies, je peux parler de tout ce qui est enseignement supérieur et ensuite je viens au constat. Le constat, c'est quoi? Je suis en train de faire un Master 2 et pour valider ce Master 2, je dois valider un mémoire de recherche appliquée ou quand je dois valider un Master professionnel, je dois valider un mémoire de recherche. Donc ça, c'est le constat. Et la question, parce que quand on vous dit il faut valider un mémoire de master pour valider le master 2, donc la question que beaucoup se posent, c'est comment faire pour valider. Où on a constaté que beaucoup ont du mal à valider ce mémoire.
Donc, ce qui fait qu'une fois qu'on a fait le constat, on pose la question, le questionnement. Est-ce que le fait de suivre ce live vous permet de rédiger votre mémoire de Master 2? Et ça, c'est la question de recherche. Donc, je disais tout à l'heure, le temps que le docteur nous revienne, je disais tout à l'heure qu'une fois que vous avez votre question de recherche, c'est tellement une question importante que vous ne pouvez pas donner une réponse directe. Parce que si tel est le cas, ça ne valait pas la peine d'en faire un mémoire. Donc, il faut le scinder en plusieurs sous-questions. Et c'est ce qu'on appelle les questions spécifiques. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la somme des réponses des questions spécifiques nous permet d'avoir la réponse à la question principale. Je donne un exemple avec comme question spécifique. Est-ce que le fait de suivre ce live va me permettre de valider mon mémoire de Master 2? Je peux avoir deux questions spécifiques. La première question spécifique, est-ce que le fait de suivre ce live va me permettre de commencer la rédaction de mon mémoire? Ensuite, est-ce que le fait de suivre ce live va me permettre de boucler la rédaction de mon mémoire de Master 2? On sait que si vous arrivez à commencer et ensuite vous arrivez à aller jusqu'au bout, donc vous allez avoir un mémoire déposé et soutenu. Et de ce fait, quand on répond aux deux questions spécifiques, on a répondu à la question principale. Si la réponse est non, ce live ne me permet pas de commencer ou de recommencer ou de déclencher la rédaction de mon mémoire, ou ce live, même si ça me permet de déclencher la rédaction de mon mémoire, ne va pas me permettre d'aller jusqu'au bout. Donc, on va dire, comme réponse à la fin du mémoire, donc ce live ne me permet pas de valider mon mémoire de Master 2. Donc, ça, c'était l'importance des questions spécifiques et le lien qu'il y a entre les questions spécifiques et la question de recherche. Et docteur, est-ce que vous me recevez? Donc, une fois la question que je devais poser à docteur Abdou Karim Faye, le temps qu'il revienne, donc je vais essayer d'y répondre et après, il va venir compléter ou il va venir confirmer la réponse que je vous donne. Donc, une fois qu'on a terminé la question de recherche et qu'on a nos questions spécifiques, ça peut être 2 questions spécifiques, ça peut être 3 questions spécifiques, ça peut être 4 questions spécifiques, mais le nombre importe peu. Il faut juste comprendre quel est l'intérêt de chaque question spécifique et en quoi ça va nous mener le nombre de questions spécifiques qu'on aura. Donc, aujourd'hui, si j'ai déjà mes questions spécifiques, donc je vais transformer ma question principale, qui était ma question de recherche, en objectif de recherche. Souvent, la difficulté que beaucoup de candidats à cet exercice ont, c'est l'objectif de recherche et l'objectif professionnel ou l'objectif par rapport à un sujet. Donc, si mon objectif de recherche, c'est de vérifier ou de confirmer si le fait de suivre ce live va me permettre de valider mon mémoire de Master 2, donc cela ne veut pas dire forcément que vous allez, dans le cadre de votre recherche, confirmer que quand on suit le mémoire, enfin quand on suit ce live, on va valider le mémoire de Master 2. Non, vous n'avez pas un objectif ou vous n'avez pas une obligation de résultat. Tout ce que vous avez, c'est de respecter la rigueur scientifique et peu importe les résultats, ce sont des résultats qui seront valides scientifiquement. Donc, je ne cherche pas à prouver que quand vous suivez ce live, vous allez valider votre Master 2, mais je cherche à montrer est-ce que, donc mon objectif, c'est de montrer, ou mon objectif, c'est de vérifier, ou mon objectif, c'est de confirmer. Et souvent, on vous dit, il y a, docteur Abdou Karim, je ne vous entends pas si vous m'entendez. Donc, mon objectif, c'est de vérifier. Mon objectif, c'est essayer de voir. Et souvent, on vous dit, vous allez juste reformuler la question de recherche. Donc,
si j'ai comme question de recherche, est-ce que le fait de suivre ce live me permet de valider mon Master 2? Comme objectif de recherche, je vais dire, mon objectif va être ou comme objectif, nous allons montrer ou nous allons démontrer ou nous allons vérifier ou nous allons confirmer que le fait de suivre ce live va vous permettre de valider votre mémoire de Master 2. Ensuite, cet objectif de recherche, docteur, est-ce que vous m'entendez? Parce que moi, je n'arrive pas à vous entendre. Si aussi ceux qui nous suivent entendent docteur, je lui laisse la parole. Donc, est-ce que vous entendez, docteur? Donc, si aujourd'hui j'ai mon objectif, je vais transformer mon objectif en hypothèse parce que de la même manière que j'ai scindé ma question de recherche en question spécifique, je vais scinder aussi mon objectif de recherche en objectif spécifique. Une fois que j'ai mes objectifs spécifiques, on vous dit qu'il y a toujours un lien entre les questions spécifiques et les objectifs spécifiques. Donc, si j'ai comme objectif spécifique, en fait, si j'ai comme question spécifique numéro 1, est-ce que le fait de suivre ce live va me permettre de déclencher ou de commencer la rédaction? Comme objectif spécifique 1, en cherchant un lien entre le sujet, en fait, entre la question spécifique numéro 1 et mon objectif spécifique numéro 1, je vais dire, je vais montrer que le fait de suivre ce live va me permettre ou va permettre au candidat de déclencher la rédaction du mémoire. Donc, la première question spécifique, c'était est-ce que le fait de suivre ce live permet de déclencher la rédaction? L'objectif spécifique qui colle avec cette question spécifique, c'est de montrer ou de confirmer ou de vérifier que si je suis ce live, je vais déclencher ou je vais commencer la rédaction. Deuxième objectif spécifique que je vais coller avec ma deuxième question spécifique, c'était est-ce que le fait de suivre ce live va me permettre d'aller jusqu'au bout de la rédaction? Comme objectif spécifique numéro 2, on va montrer que le fait de suivre ce live va nous permettre d'aller jusqu'au bout de la rédaction. Donc, docteur Abdoukarim, j'arrive à vous voir, mais on ne vous entend pas. J'arrive pas à vous entendre. Donc, je vais continuer le temps qu'on arrive à vous entendre pour que vous puissiez continuer votre développement. Donc, une fois que j'ai mes objectifs spécifiques, tout en m'assurant que chaque question spécifique a un lien avec chaque objectif spécifique. On va maintenant parler des hypothèses. Donc, c'est quoi une hypothèse? L'hypothèse, ce n'est rien d'autre que là, un résultat. L'hypothèse, ce n'est rien d'autre qu'un résultat partiel. Ça veut dire que ce qu'on cherche, on donne une réponse, mais cette réponse est à vérifier. Donc, quand vous avez des questions spécifiques, vous devez avoir des hypothèses. Et souvent, on vous dit chaque hypothèse aussi colle avec un objectif spécifique. Tout à l'heure, j'avais comme objectif spécifique montrer que le fait de suivre ce live va me permettre de commencer la rédaction du mémoire. Comme hypothèse numéro 1, je vais dire le fait de commencer ce live va me permettre de commencer la rédaction de mon mémoire. Donc, je réponds à l'affirmatif en disant, je ne montre pas, je ne pose pas une question, mais je réponds en disant, le fait de commencer ce live va me permettre de commencer la rédaction de mon mémoire. Ensuite, deuxième hypothèse spécifique qui colle avec l'objectif spécifique numéro 2, c'est de montrer, parce que l'objectif, c'était de montrer, est-ce que le fait de commencer ce live va me permettre
permettre d'aller jusqu'aux rédactions